Bonjour, avec cette présentation, nous allons revenir sur une petite crise sanitaire mondiale qui s'est déroulée au mois de mai 2026 et qui était l'éclosion d'hantavirus de type virus Andes sur un bateau de croisière dans l'océan Atlantique Sud. Donc pour commencer et puis pour vous amuser un petit peu, je suis allé chercher les statistiques qui sont générées par Google sur les recherches qui sont faites en utilisant tel ou tel mot-clé et en l'occurrence donc en utilisant antivirus comme mot-clé. Et avant le mois d'avril 2026, comme vous voyez, c'était absolument à zéro. C'était un virus qui était très peu connu. Moi-même, je ne suis même pas certain que j'avais déjà entendu parler de ce virus auparavant, ou alors si j'en avais entendu parler, j'avais oublié. Et puis, évidemment, bah, soudainement, il y a eu une explosion d'intérêt pour ce virus. Euh, bon, et évidemment, ça n'a pas duré parce que quand bien même c'était une histoire très intéressante, il n'y avait pas vraiment de potentiel pour que ça se transforme en épidémie mondiale de grande envergure. C'est ce que j'avais d'ailleurs prédit au début de la session d'été 2026 pour ceux qui suivaient ce cours à cette session et qui s'en souviennent peut-être. Mais en tout cas, maintenant que cet épisode est bouclé, c'est le bon moment pour y revenir et parler de ce virus et de cette éclosion. Donc, euh, les antivirus, c'est la version courte de un genre viral qui est en fait les ortho-antivirus. Ok. Donc, dans le restant de cette présentation, pour faire simple, je vais les appeler les hantavirus. Donc, ce genre viral appartient par ailleurs à une famille plus large qui s'appelle les hantaviridés, qui contient d'autres genres viraux dont on ne parlera pas du tout, bien évidemment. Les hantavirus comprennent un assez grand nombre d'espèces virales qui peuvent être distinguées sur la base d'antigénicité spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui reconnaissent des virus spécifiques au sein de ce groupe et pas d'autres. Et ce sont des virus qu'on trouve principalement chez les rongeurs, différents types de rongeurs, évidemment souris et rats, mais d'autres animaux moins connus de ce groupe. Les antivirus sont des virus enveloppés, donc ils sont entourés d'une enveloppe lipidique. Et ça influence beaucoup les voies de transmission. En général, les virus enveloppés, il y a besoin d'un contact proche pour que le virus soit transmis. Ce sont des virus qui typiquement ne survivent pas très longtemps dans l'environnement, mais ces antivirus pourraient être une exception si on considère les voies de transmission pour ce virus dont on va parler un tout petit peu plus loin. Leur génome est à ARN. Donc, une particularité des virus à ARN, comparé aux virus à ADN, c'est que ils évoluent beaucoup plus vite. Et ça faisait craindre un petit peu que cette éclosion soit sur le bateau de croisière en avril-mai 2026. Cette éclosion résulte d'un virus muté qui aurait acquis une capacité supérieure d'être transmise entre humains. Comme on l'a vu au final, ça n'a heureusement pas été le cas.
Donc, ces virus infectent rarement les humains. Ils sont vraiment confinés aux rongeurs. De ce qu'on sait, évidemment, on ne sait peut-être pas encore tout sur ces virus. Et généralement, il n'y a pas de transmission entre humains. Et là encore, il y a une exception à cette règle, et cette exception, c'est le virus Andes. C'est celui justement qui était responsable de l'éclosion sur le bateau de croisière, et donc, effectivement, une partie des cas qui se sont produits sur ce bateau de croisière probablement étaient des cas de transmission directe d'humain à humain. Alors, comment est-ce que on contracte ce virus? On n'a certainement pas une vision définitive de ça. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver ce genre de graphe qui est vraiment très, très, très basique et euh, très schématique. Ce qu'on pense, ce qu'on suppose, c'est que le virus est principalement acquis par inhalation d'aérosols contenant ces virus, et les aérosols seraient produits à partir des selles des rongeurs ou des urines des rongeurs. Ok. Euh, Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent chez les virus enveloppés. Et c'est une des choses qui me font penser on ne connaît peut-être pas encore tout ce qu'il y a à connaître sur ce virus. Euh, Par ailleurs, on n'exclut pas d'autres voies de transmission possibles, notamment par la contamination d'objets ou des doigts, par exemple. Et ensuite, lorsqu'on porte les doigts à la bouche ou au nez ou aux yeux, on pourrait être infecté de cette façon. Ça, c'est un mécanisme qui ressemblerait à des choses qui existent, par exemple, pour plusieurs virus causant le rhume. Le mode de transmission par inhalation est cohérent avec les symptômes respiratoires qui sont observés pour une partie de ces infections, comme on va le voir. Mais évidemment, ça, le fait qu'il y ait des symptômes respiratoires ne suffit pas à prouver que la transmission est respiratoire. On peut simplement dire que c'est cohérent. Au niveau des maladies qui sont causées par les antivirus, il y en a deux principalement. Premièrement, une maladie qui s'appelle la fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Donc ça, c'est une maladie qui est euh, associée à des antivirus qui se trouvent dans ce qu'on appelle le vieux monde, c'est-à-dire en l'Europe et l'Asie. Euh, Possiblement l'Afrique aussi, j'avoue que je ne suis pas allé vérifier. Et l'autre maladie, c'est le syndrome pulmonaire à hantavirus. C'est une maladie qui est causée par les hantavirus que l'on trouve dans ce qu'on appelle, entre guillemets, là encore, le Nouveau Monde, c'est-à-dire le continent américain. Donc, certains hantavirus euh, causent régulièrement des infections et des éclosions aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, il y a un virus qui s'appelle Nombre, qui est assez connu. Et puis, il y a également les virus Andes, dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, les premiers symptômes sont peu spécifiques et sont de type grippaux. Ces premiers symptômes apparaissent après une période d'incubation qui est assez variable, qui fait de 1 à 6 semaines environ. Généralement, c'est de l'ordre de 2 semaines ou un petit peu plus.
Donc, parmi les premiers symptômes, il va y avoir des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, des malaises, des nausées, des problèmes de digestion. Donc, ce sont des symptômes qu'on trouve dans un assez grand nombre d'infections virales. Euh, et donc, ce serait assez facile à ce stade de ne pas diagnostiquer correctement cette infection. Par la suite, l'infection peut progresser vers des symptômes plus graves et qui sont également plus spécifiques et qui sont spécifiques pour chacune des deux maladies que j'évoquais plus tôt. Donc, pour ce qui est de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal causé par les virus du Vieux Monde, on observe plusieurs phases, notamment une phase de chute de la tension artérielle qui va être suivie d'une autre phase qui se caractérise par des insuffisances rénales. Et il y a d'autres phases encore que j'évoquerai pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas un cours de médecine en tant que tel. Pour l'autre maladie qui est le syndrome pulmonaire à hantavirus, il y a là aussi une chute de la tension artérielle, mais c'est associé rapidement à des déficiences respiratoires sévères, également de la toux, la présence de liquide dans les poumons qui est ressentie par les patients, ainsi que des anomalies cardiaques. Donc là, c'est ce qui est schématisé ici dans cette affiche de santé publique d'une clinique de l'Ohio qui mentionne les principaux symptômes pour les hantavirus qu'on trouve en Amérique. Et comme illustration de ces symptômes pulmonaires, par radiographie, détecte, on peut voir assez facilement que les poumons montrent effectivement un état d'inflammation avancé avec présence, infiltration de liquide dans les poumons. C'est quelque chose qui est observé dans d'autres maladies, d'autres infections euh, qui aboutissent à des symptômes inflammatoires au niveau des poumons. Par exemple, de façon célèbre, la COVID-19. Ceux qui ont étudié la COVID-19 reconnaîtront des images un petit peu semblables dans les poumons envahis de liquide. Donc, les différents symptômes, pardon, et en particulier la chute de tension artérielle qu'on trouve dans les deux versions de cette infection, ainsi que ces symptômes pulmonaires, tout ça euh, euh, s'explique par une réaction inflammatoire excessive. Donc, comme bien souvent dans les infections, la pathogénèse des infections, en particulier des infections virales, c'est la réponse immunitaire qui cause des dégâts tout autant que l'infection initiale. Et de ce point de vue, c'est intéressant de noter que les hantavirus semblent bien mieux tolérés chez leur hôte naturel, qui est donc des rongeurs. Et c'est une situation qui rappelle un peu ce qu'on observe, par exemple, pour les chauves-souris. Les chauves-souris sont infectées de façon régulière par un assez grand nombre de virus, dont justement des coronavirus. Les chauves-souris ont en place des mécanismes de tolérance de ces virus justement pour limiter les réactions inflammatoires qui causent la maladie. Et ici, c'est un petit peu une histoire similaire. Donc, chez les rongeurs, il y aurait davantage de tolérance de ces virus, alors que l'humain qui n'est pas
euh, qui est beaucoup moins fréquemment en contact avec ces antivirus, n'a pas de tel mécanisme et on a une surréaction immunitaire. Donc, ça nous amène à parler de mortalité causée par cette infection, c'est-à-dire le taux de létalité. Alors, je rappelle que le taux de létalité, c'est le pourcentage de personnes qui vont décéder parmi les gens qui sont infectés. Le taux de létalité, il est assez variable, il est relativement élevé si on compare à, mettons, à l'ensemble des infections virales humaines. On est vraiment dans le haut du tableau. C'est pas aussi élevé que pour Ebola, mais on n'est pas très loin de là, surtout pour les antivirus du Nouveau Monde, où le taux de létalité est environ de 30 à 50%. Il y a de grandes disparités euh, pour le niveau de létalité. Notamment, les antivirus du vieux monde ont une létalité bien moindre. Donc, parmi ces antivirus du vieux monde, un des plus connus et des plus pathogénique est le virus Antan et celui-ci semble avoir un taux de létalité de environ 5% ou 5 à 10%. Donc on est en dessous de ce qu'on observe pour les virus du Nouveau Monde. Et par ailleurs, que ce soit aussi bien pour les virus du Nouveau Monde que pour les virus du Vieux Monde, il y a des disparités assez importantes entre espèces virales. Dans tous les cas, les chances de survie des patients augmentent lorsque le diagnostic est fait de façon précoce. Donc, voici deux illustrations pour avoir une idée un peu plus concrète du niveau de létalité pour ces infections à hantavirus. On va commencer ici à droite qui rapporte une étude faite par la santé publique du Nouveau-Mexique aux États-Unis sur une période de 30 ans se terminant en 2023 et ça se concentre sur les patients qui ont été diagnostiqués avec la forme grave de l'infection à hantavirus en Amérique, c'est-à-dire donc le syndrome pulmonaire causé par l'hantavirus. Et la façon dont les chiffres sont présentés ici, c'est que pour chaque barre, on a une barre par année. Pour chaque barre, vous avez la partie jaune qui est proportionnelle au nombre de patients de patients convalescents, c'est-à-dire qui ont survécu à l'infection, et la partie rouge, ce sont les patients qui sont morts. Donc vous voyez que ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Par exemple, ici en 2009, tous les patients ont survécu, alors que par exemple ici en 2016, il semble y avoir à peu près 60% des patients euh, qui ont, euh, qui ont décédé, plus précisément 5 sur 8. Mais l'ordre de grandeur est à peu près globalement de l'ordre de ce que je vous disais entre 30 et 50%. Euh, un petit bémol ici, c'est que, donc, comme je l'ai dit, cette étude ne considère que les patients qui ont été, dans le fond, qui souffrent de la forme grave de la maladie, et donc on ne considère pas l'ensemble des personnes infectées. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes infectées qui ne développent pas la forme grave et qui possiblement n'ont jamais même été diagnostiqués correctement. Et donc, le pourcentage de létalité réelle pourrait être plus petit que ce qu'on voit ici. Une autre étude qui est, elle, a été faite au Brésil. Et on voit le nombre de cas, ce sont les barres bleues, et le nombre de personnes qui en sont décédées, ce sont les barres rouges. Là encore, c'est par année, entre 1993 et 2013. Et on voit que là encore,
il y a des différences d'année en année, mais ça, en gros, ce serait entre 30 et 60%. Là encore, comme dans l'étude précédente, ça se concentre probablement sur les personnes les plus malades, qui sont celles qui ont été admises à l'hôpital parce qu'ils avaient des symptômes graves et donc qui ont été diagnostiquées correctement. Donc probablement qu'on échappe un petit peu les personnes qui sont atteintes de façon plus légère et que le taux de létalité serait un peu plus faible que ça. Mais vous voyez quand même un ordre de grandeur. Donc, on en vient maintenant à l'éclosion qui s'est déroulée en avril-mai 2026 sur un bateau de croisière qui s'appelle le Hondius. Donc, c'est une éclosion qui a été causée par un hantavirus du Nouveau Monde qui est le virus Andes. Et ce virus Andes, c'est le seul qui est connu pour être transmis d'humain à humain. Ok. L'humain n'est normalement pas un réservoir pour les hantavirus, c'est-à-dire que les humains peuvent occasionnellement être infectés à partir de rongeurs, mais eux-mêmes ne produisent pas suffisamment de virus, ou en tout cas pas de virus suffisamment infectieux pour infecter d'autres espèces ou pour infecter même d'autres humains. Donc le virus Andes, c'est l'exception ici. Alors, le bateau en question effectuait une croisière à partir de l'Argentine, vraiment de l'extrémité sud de l'Argentine, et l'idée c'était d'aller voir un petit peu l'Antarctique et euh, de remonter pour s'arrêter au Cap Vert à peu près. Euh, euh, qui est à peu près au large du Portugal, si je ne me trompe pas. Donc, assez rapidement, après le départ du navire, des gens sont tombés malades et il y a une personne qui est décédée sur le bateau, qui n'a pas été diagnostiquée correctement, ce qui est très compréhensible parce qu'évidemment, il y a pas de sur le bateau, il n'y avait pas de test moléculaire pour identifier le virus précis. Donc la personne a été déclarée comme étant morte de mort naturelle. Euh, et donc la personne qui est décédée, c'était un homme qui était néerlandais. Son épouse est tombée malade également. L'épouse a été transportée par avion sanitaire en Afrique du Sud et est décédée en Afrique du Sud. Et ensuite, une troisième personne, qui était une personne allemande, si ma mémoire est bonne, est décédée sur le bateau. Donc là, évidemment, à ce moment-là, c'était très clair qu'il y avait une éclosion de quelque chose sur ce bateau. Et puis, l'antivirus a été diagnostiqué. Du fait que des personnes euh, soient soit tombées malades et décédées assez rapidement après le départ du bateau, euh, suggère très fortement que les premières personnes n'ont pas été infectées initialement sur le bateau, ont été infectées au cours d'un voyage qu'ils ont fait. Donc là, on parle du couple néerlandais, un voyage qu'ils avaient fait en Argentine et au Chili. Et le virus Andes est endémique dans ces deux pays. Donc endémique, ça veut dire qu'il est plus ou moins toujours présent et qu'il y a de façon régulière des cas causés par ce virus et des transmissions de ce virus. On pense que les personnes suivantes, par contre, ont été infectées suite à des contacts d'humain à humain. Comment est-ce que le virus a été transmis exactement d'humain à humain? C'est difficile à dire. Ça pourrait être par inhalation euh, inhalation
d'aérosols contenant ce virus. Mais d'où proviennent les aérosols? Est-ce qu'on parle de salive? Ça pourrait être effectivement de la salive, puisqu'il y a des symptômes respiratoires, là, les personnes toussent. Donc on peut imaginer que c'est une, la voie de transmission, mais il y a pas de preuve absolue euh, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, au final, il y a eu à peu près, il y a eu 10 cas qui ont été, pas à peu près, mais il y a eu 10 cas qui ont été confirmés parmi les personnes qui étaient sur ce bateau et deux qui étaient suspectés. Comme je vous l'ai dit, trois personnes parmi ces 12 sont mortes, donc ce qui nous donne un taux de létalité d'environ 25%, ce qui se rapproche de ce qu'on disait plus tôt. Euh, le, Pendant que les personnes étaient malades sur le bateau voyageait. Évidemment, on a coupé court à toutes les excursions touristiques qui étaient prévues, mais le bateau était en pleine mer, dans l'Atlantique Sud. Et la question, c'était de savoir quoi faire avec toutes les personnes qui étaient sur le bateau, dont on ne savait pas lesquelles étaient complètement euh, ne portaient pas de virus du tout, lesquels avaient possiblement été infectés sans avoir encore de symptômes. De plus, à ce moment-là, on ne connaissait pas encore la capacité de transmission du virus. Comme je vous l'ai dit, il y avait une crainte que le virus ait acquis des mutations qui lui permettraient de se transmettre plus efficacement d'humain à humain. Donc, pour toutes ces raisons-là, le bateau n'a pas pu comme prévu, accosté au Cap-Vert parce que les autorités du Cap-Vert, qui est un petit pays, ont déclaré ne pas avoir les capacités pour prendre en charge 150 personnes dont elles ne savaient pas si elles étaient infectées ou pas. Donc, le bateau a poursuivi son chemin jusqu'en Espagne, plus précisément aux îles Canaries. Et les, euh, à ce moment-ci, tous les passagers ont été évacués depuis les îles Canaries dans des avions sanitaires. Certains pays européens ont envoyé des avions militaires pour évacuer des gens. Euh, donc, euh, euh, certains des passagers ont d'ailleurs été évacués en direction du Canada et un des cas confirmés était canadien. C'était une personne qui a été évacuée à Vancouver. Euh, un autre était français. Et les, toutes, le Canadien et le Français ne sont pas décédés. Euh, Toutes les personnes qui étaient sur le bateau ont été mises en quarantaine. Là encore, la durée de la quarantaine posait des problèmes parce que la période d'incubation pour cette infection est parfois plus longue que la normale. Mais bon, au final, tout a relativement bien été dans le sens c'est une éclosion qui a, qui a été limitée. À ma connaissance, toutes les personnes infectés qui ont atterri qui ont été rapatriés dans leurs différents pays d'origine. Tout ça n'a pas mené à des transmissions supplémentaires. OK? Donc, la prise en charge a été assez efficace et sécuritaire. Donc, parlons maintenant assez rapidement, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à dire du diagnostic, traitement, prévention des infections. En termes de diagnostic, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'il y a des tests de PCR qui existent. Il s'agit de détecter l'ARN viral dans des échantillons qui peuvent être des échantillons respiratoires, des échantillons sanguins, ça peut être des échantillons de sel. Euh, un autre test
mais ça, évidemment, pour ce qui est de la détection de l'ARN viral, c'est quelque chose qui a plus de chances de fonctionner si on est relativement au début de l'infection. C'est à peu près la même histoire que pour COVID-19, lorsque les personnes sont infectées depuis quelques semaines et qu'ils entrent dans la phase de complications sévères. Ben, à ce moment-ci, souvent, il n'y a plus beaucoup de virus. Parfois, il n'y a plus de virus détectables. Ok. Les, euh, les symptômes sont vraiment causés par la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est assez limité. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de détecter justement la réponse immunitaire, plus précisément la production d'IgM, qui, je le rappelle, sont les anticorps qui sont produits précocement après une infection. Donc, on détecte les IgM dirigés contre des protéines du virus. Au niveau des traitements, il n'y a pas d'antiviral spécifique qui est disponible, même s'il y a des molécules qui sont à l'étude. Euh, la ribavirine, qui est un antiviral bien connu à spectre large, c'est-à-dire qui est capable d'inhiber plusieurs virus, semble bénéfique, mais seulement si elle est administrée tôt dans la maladie. Euh, et donc bien souvent, ces traitements antiviraux ne va pas servir à grand-chose. Donc, les traitements qui sont les plus utiles, ce sont les traitements des symptômes pour limiter les complications sévères. Donc, il y a des traitements qui vont contrer l'hypotension et d'autres traitements qui vont contrer les difficultés respiratoires. Au niveau de la prévention, il y a des vaccins en développement. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces vaccins deviennent, en tout cas, pour ce qui est des vaccins euh, visant à protéger directement l'humain, il ne faut pas s'attendre à ce que ça devienne un outil très très important parce que euh, globalement, le nombre de cas d'infection en hantavirus est trop faible pour qu'il y ait pour que ça vaille la peine de produire un grand nombre de doses, de faire des campagnes, etc. Ça coûterait bien trop cher pour les bénéfices qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait envisager. Et d'ailleurs, comme vous le savez, on a déjà du mal à motiver les gens pour se faire vacciner contre des maladies qui sont bel et bien présentes, comme la rougeole. Donc, imaginez une vaccination contre une maladie qui est plutôt rare, comme l'infection à hantavirus. Donc, les vaccins, par contre, peuvent être envisagés pour protéger les animaux présents dans l'environnement. C'est quelque chose qui est fait pour d'autres maladies infectieuses. Ok. Euh, Ensuite, une prévention qui va par contre être très importante ici, c'est de prendre des mesures pour limiter la présence de rongeurs dans les habitations. Ok. Donc, on parle de toutes sortes de pièges à rongeurs, on parle d'avoir des constructions qui sont plus fermées, là, éviter les petites ouvertures par lesquelles les rongeurs se glissent pour rentrer, pour se promener souvent la nuit dans les pièces de la maison. Et puis, lorsqu'on veut nettoyer, justement, mettons qu'on découvre une zone qui clairement a des déjections provenant de rongeurs, là, ça se reconnaît bien. Là, pour ceux qui en ont déjà vu, même les urines se reconnaissent bien. Ça va être important d'éviter de balayer ou d'aspirer en utilisant un aspirateur ces résidus de rongeurs. Parce que bien évidemment, le risque, euh, c'est qu'on favorise la formation d'aérosols contenant ces sels. Ok. Oui, les aspirateurs ont des filtres, mais le filtre de l'aspirateur ne va jamais retenir des petits aérosols contenant des sels, dont vous risquez dans le fond de répandre ce virus dans la pièce plutôt que de l'éliminer. Donc, plutôt que
d'aspirer ou de balayer, ce sera plus efficace d'y aller directement avec un traitement utilisant un liquide désinfectant. De passer, en bon québécois, de passer la mop avec quelque chose qui contient du détergent et probablement euh, et ou de l'eau de Javel ou un autre désinfectant. Donc, pour ce qui est de justement la désaffection ou d'inactivation, les antivirus, ce sont des virus enveloppés, donc comme la majorité des virus enveloppés, ils sont très sensibles à la plupart des désinfectants. Donc, l'eau de Javel diluée. En général, on dit de la diluer 1 dans 10 ou 1 dans 50 dans de l'eau. C'est quelque chose qui est fréquemment utilisé, qui va être très efficace pour tuer ces virus, justement, lorsqu'on a besoin de nettoyer une surface qui a été contaminée par des déjections de rongeurs. Lorsque on procède à ce type de désinfection, ça va être important. Enfin, tout important. Ça va être, si possible, ce serait préférable de se protéger en portant des gants, éviter de récupérer des selles ou de l'urine de rongeur sur les doigts, ok? Et puis, idéalement, même de porter un masque N95. Je pense que beaucoup d'entre nous ont ça chez eux depuis Covid. Donc, évidemment, je, je, je réalise là en parlant que je parle un petit peu comme si l'antivirus était présent de façon très importante dans toutes les maisons d'Amérique du Nord. C'est évidemment pas le cas. Donc là, ce que je disais s'applique à si on se trouve dans une zone endémique, connue pour être endémique pour un virus. Mais je vous dirais que lorsqu'on nettoie des déjections de rongeurs ou d'à peu près n'importe quel animal, c'est pas une mauvaise idée de se protéger contre les microbes qui pourraient y être présents. Euh, Donc, je vous indique quelques des ressources en français pour ceux d'entre vous qui sont inscrits au cours MCB 10-16 de l'UQTR. Vous pourrez aller simplement cliquer sur le lien pour aller en apprendre un petit peu davantage et vérifier si si j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai dit ou pas. Je pense pas avoir fait d'erreur. Donc, merci pour votre attention. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre sujet.